Notre indépendance par la souveraineté. Comment on peut atteindre cette souveraineté-là? Arrêter de mendier. Arrêter. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens en Haïti pour arrêter la mendicité? C'est une expression. Est-ce que c'est un mot qui explique? Absolument. Oui, la mendicité. Bon, alors, on va voir ça après la pause que voici. Après l'hiver, le renouveau, le printemps qui arrive, tout nouveau, tout beau, avec lui la naissance des sentiments, la magie et la joie des fêtes de Pâques, tout bonnement créées par la fusée d'or d'Haïti, la Orchestra Tropicana, au centre des congrès Renaissance, 75-50 à Riboassa Est, Montréal. Dimanche de Pâques 5 avril 2026 entre 21h et 3h du matin, MD Productions et associés Tropicana Renaissance, convivialité, ambiance festive garantie. Bien en vente partout, admission $60 à l'avance jusqu'à épuisement, $90 à la porte, commanditaire, impôt cola, 514-374-0137, Magnus Poirier, Cam Transfert, l'émission sans frontières, Sonobix, sonorisation, info réservation VIP 248-94-25, 616-71-65, 514-895, 22-77. Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet comme ça, nos Méli-Mélo qu'on aime. Faut-tu le mettre sous étagère sans mettre ses qualités? Et ne pas oublier le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le Journal de Montréal, parmi les 5 restaurants entiers choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry-Est. Téléphone 514-277-6409. On admet tous que l'homme est Dieu, mais attention, ce Dieu est né d'une femme. C'est pourquoi on dit femme d'abord, encore et toujours. Zafem le prouvera le 7 mars 2026. La journée internationale de la femme, les hommes plus élégants que jamais, les accompagnent au centre des congrès et bancaires Renaissance, 75-50 à Ribourassa Est. Zafem, DJ Slim, DJ Wheezy, MC BS, Ronnie D, Priscilla, de 9h jusqu'à X. 7 grandes femmes seront distinguées. Admission $80 jusqu'au 7 février, $90 après, $100 à la porte, VIP $160. Billets en vente dans les commerces haïtiens et sur Eventbrite. Info 438-402-6315, 438-925-2113, 514-953-3677. Le AM, c'est bon. Le FM, c'est bon. C'est bon. Mais entre le AM et rien du tout... Mais je l'aime, moi, à la manière du 14-10. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. La type
bousel, remettre pays sous pied, zotman de dévorer nous. À la pep malchance, la vie la paix chercher, on maille moulin rousé, t'inèg pas ça manger, pour ça l'aurait tout l'eau. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Tilou, Jean-Paul, Frédéric Boiron, Jean-Emmanuel Pierre, Dickens Pierre-Louis et Ismaël Robert et moi-même Jean-Ernest Pierre. Et là, messieurs, nous allons amorcer la descente en douceur pour parler de perspectives d'avenir. Et on parlait... perspective d'avenir, c'est d'abord pour être un pays, il faut qu'on soit un pays indépendant, il faut qu'on soit un pays souverain. Est-ce qu'on est obligé d'être un pays indépendant? Non, on n'est pas obligé d'être un pays indépendant pour vivre bien sur son territoire. On peut être un pays qui s'associe avec d'autres, le Commonwealth. Il y a plusieurs modèles. Mais est-ce qu'on doit être un pays souverain? Souverain, c'est dans le sens... qu'on est maître chez nous, d'une certaine manière. Hein? On peut ne pas avoir une indépendance, mais être maître chez nous. Et pour être maître de chez nous, je comprends qu'il ne faut pas dépendre de l'autre ou des autres. Haïti est un pays totalement, mais pas pour... C'est vrai que Ismaël Robert, moi je connais, il doit réfléchir dans sa tête. On ne peut pas vivre en autarcie. C'est sa phrase, hein, Ismaël? Ben, oui. On ne peut pas vivre en autarcie, mais il faut avoir le minimum qu'il faut. Et Haïti a tendance à perdre ce minimum-là, au point où, monsieur le sociologue, moi j'ai développé ici pour dire que l'aide internationale à Haïti, et je mesure que ça a commencé autour des années 50 à la faveur du cyclone Hazel en Haïti. Avant Hazel, il n'y avait pas d'aide en Haïti et Haïti a payé toute sa dette de l'indépendance. La rançon. La rançon. C'est pas une dette, c'est du kidnapping, vol. Bon, ok, a payé ça, mais sans avoir de l'aide. Et puis l'aide est venue à la faveur de ça, à Cyclone Hazel, etc. Et puis, depuis, on ne peut pas se passer de cette aide-là. Et ce que j'ai développé, même si je ne suis pas psychologue, je vais demander l'autorisation à M. Boiron, que Haïti est devenu, les Haïtiens, à force de croire dans les vertus de cette aide-là, ont fini par devenir tous des abrutis de l'aide. On ne peut absolument rien faire sans l'aide internationale. Or, moi, je crois qu'à un moment donné, il faut arriver à se passer de cette aide-là pour retrouver son indépendance, pour retrouver sa souveraineté. Moi, je pense avant tout, il faut voir cette aide, qu'est-ce qu'elle nous ramène, qu'est-ce qu'elle nous donne. D'abord, avant de dire on va s'en passer ou pas s'en passer. Tu as dit, depuis presque 200 ans, presque, on jouit de cette aide. Non, non, on a cette aide. Ben, depuis autour de ces années 50. Mais ça fait longtemps aussi. On est dans cette aide, ça fait très longtemps pour moi. Ça veut dire que cette aide-là, est-ce que, quand on fait l'évaluation, moi personnellement, je suis très catégorique là-dessus, on n'a pas besoin de cette aide empoisonnée. Okay. Parce que cette aide, c'est une aide empoisonnée qui ne nous rapporte absolument rien à Haïti. Bill Clinton, tu permets, tu veux y aller avant moi? Pierre-Emmanuel. Non, c'est pas moi. Non, mais c'est la radio de l'autre côté. Ok. Tu permets à la radio de l'autre côté. J'avais promis. L'équipe B? Oui, pas B. Ils étaient là avant nous. mais deux choses rapidement, oui, deux choses, et je salue Pierre-Emmanuel. D'abord, par rapport à l'aide, vu là où on est rendu, je pense que ce serait utopique de dire, par exemple, moi j'arrive à la présidence pour la tête du pays, puis je dis, bon, je ne veux plus d'aide. Non, je pense qu'on ne peut pas le dire ainsi. Par contre, il y a certaines aides
qui ne sont vraiment pas nécessaires. Et là, on exagère. Cette histoire de 8 ordinateurs dans un carré, dans un ministère, ou d'une génératrice et dans un poste de police, ça, je pense qu'on peut s'en passer. Même un particulier ou une entreprise privée aurait pu faire un cadeau de cela à l'État. On n'a pas besoin vraiment d'une ONG pour nous donner cela. Ceci étant dit, par rapport à la souveraineté, on est d'accord, hein, moi je suis le premier à dénoncer cette dépendance totale de l'étranger. Mais ce n'est pas ce qui nous a mis dans cette situation de dépendance-là. Lorsqu'on veut, on tape du pied. On l'a vu avec la révocation de M. Kony. L'international n'était pas d'accord. Ils ont fait ce qu'il fallait. L'international a été pris par surprise. Et on dit il n'y aura pas une deuxième surprise. On est d'accord, mais ce que je veux souligner, c'est notre volonté à ce moment-là. On avait la volonté de faire ce que nous voulions faire et non pas ce que l'international, ce qui plaisait à l'international. On a trouvé un moyen. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Oui, il faut diminuer la dépendance elle n'est pas bonne, mais ceci n'explique pas toujours le problème que ce soit les étrangers qui décident de notre place. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. L'élection de Jovenel Moïse. On est avec la présidence provisoire de Jocelyn Brivert et il y a des reproches qu'on fait sur la tenue du vote, les résultats, etc. Brivert décide de reprendre le second tour des élections. L'international dit non, c'est Jovenel Moïse qui a gagné les élections, pas besoin de refaire l'exercice, de toute façon ça va nous coûter, etc., etc., etc. Pour une fois, et quel que soit ce qu'on reprochera à Brivert, avant ou après, pour une fois, tu as un dirigeant qui a dit, on va y aller avec nos propres moyens. OK? Et il a fini par tenir des élections justement en éliminant, et on se rend compte que les élections en Haïti coûtent plus cher que les élections dans certains grands pays. Tu sais? Et c'est un exercice à répétition parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut reconsidérer. Parce que moi-même, quand je dis qu'on n'a jamais appliqué la Constitution, il y a des aspects de la Constitution, effectivement, qu'il faut retoucher. Ça s'appelle donc un remaniement constitutionnel. Tu sais, on n'a pas besoin de mettre complètement la Constitution de côté. Et quand je dis ça, dans un petit pays comme nous, pour qu'on organise des élections tous les 2 ans, d'ailleurs on n'a jamais respecté les échéances, qu'on continue à chaque fois à faire les mêmes dépenses, relancer les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il nous faut un assainissement de nos pratiques politiques, un assainissement de nos pratiques sociologiques, revenir à ce que Frédéric disait tout à l'heure, revenir à un fonctionnement qui puisse nous permettre de compter sur nous-mêmes, recommencer à nous nourrir, recommencer à produire, recommencer à planter, recommencer, tu sais, et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas dans un contexte comme celui-là, dans un contexte d'urgence, où le pays est complètement bloqué, qu'on va pouvoir commencer ces changements. Je crois que c'est une bataille qui va commencer à partir du moment où on aura un pouvoir qui est en place et qu'on puisse maintenant, en tant que groupe, en tant que diaspora, essayer d'influencer ce pouvoir et la direction à prendre. Mais sur la question de l'aide internationale, j'aimerais vous rappeler que Bill Clinton est allé devant le Congrès et il a dit au Congrès, parce que le Congrès ne voulait pas débloquer de l'argent, etc., pour l'USAID, et il avait dit au Congrès que 80% de l'aide internationale américaine ne quitte pas les États-Unis. D'accord? Le GRAN, après le tremblement de terre, a fait le même exercice pour Haïti, spécifiquement pour Haïti, et sont arrivés à la conclusion que 90% de l'aide internationale accordée à Haïti ne rentre pas en Haïti. Pro Republica. Reste sur le tremblement de terre. 700 millions de dollars recueillis par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge américaine. Rien.
500 000 $ recueillis par la Croix-Rouge 500 américaine, 500 millions, et avec Michelle Obama comme porte-parole, il n'y a pas un sou qui rentre en Haïti. Ils ont construit 6 maisons. OK. Mais, attendez, j'ai pas fini. Il me semblait que c'était 1 million. Non, 500 millions. 500 millions. Ernest, tu peux pas avoir Michel Obama comme porte-parole. On s'approchait de milliards. OK. Maintenant, moi, j'ai été directeur général de Action contre la faim. C'est la 3e plus grosse ONG au monde. À l'époque où j'étais là, on avait un budget de 650 millions d'euros. Donc, c'est 1 milliard de dollars canadiens. 94% du fonds dont nous disposions pour l'aide internationale dans 42 pays, 94% de cet argent ne quittait pas les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Et moi, je peux vous donner toutes les données pour ça. Bon, maintenant, il y a un projet qui a été fait ici au Québec, qui est documenté dans mes livres et que vous allez pouvoir trouver sur mon site web. C'est un projet qui a été fait avec Maison La Prise, par la Croix-Rouge et l'ACDI. 32 millions de dollars, des pinottes. 32 millions de dollars, on a demandé à SNC-Lavalin de concevoir des abris temporaires pour Haïti. On a conçu des abris temporaires pour Haïti avec Maison La Prise, avec une durée déterminée, une durée de vie déterminée de 5 ans. C'est documenté. C'est documenté par mois. Maintenant, sur le 32 millions de dollars, Maison La Prise va construire une usine à Montmagny. Ils vont produire 7500 unités. Des cabanons, hein, de véritables cabanons. Oui. D'accord? Pour transporter vers Jacmel. Donc, ils construisent une usine, ils embauchent des employés de la construction ici au Québec qui sont conventionnés, donc avec un salaire X et des conditions de travail, syndicats, etc., etc. Ils vont embarquer ça sur des camions québécois, ils vont amener ça au port pour être transportés sur des bateaux canadiens à Port-au-Prince. Ensuite, ils vont amener tout ça vers Jacmel, sans jamais avoir trouvé quel terrain on allait utiliser pour les mettre. Et la Croix-Rouge canadienne, et j'ai confronté la Croix-Rouge canadienne en pleine réunion, je leur ai dit que quand vous étiez en Haïti, pour ça, vous avez payé 5 $ par jour aux Haïtiens pour monter ces maisons préfabriquées. D'accord? Ils ont dit oui, mais nous en avons embauché 3000. Quand j'ai fait le calcul des 3000 personnes et le temps normal que ça aurait pris pour monter ces cabanons en Haïti, eh bien, 90 à 92% de cette aide de 32 millions serait restée dans l'économie québécoise. Donc, quand on parle d'aide à Haïti, vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'aide à Haïti. Moi, quand je faisais du développement international, quand je travaillais comme directeur général de l'Action contre la faim, j'allais visiter mes missions. Quand j'allais visiter une mission, qu'est-ce qui se passait? Ni moi, ni tous ceux qui m'accompagnent, ni mes employés qui sont en Birmanie, en Afrique, etc., en Colombie, mais tous ces gens-là reçoivent leur salaire dans leur compte de banque ici au Québec. Ensuite, on leur verse un per diem pour chaque jour qu'ils passent dans le pays. Et s'il le faut, on fait venir leurs femmes et leurs enfants, et on paye l'école, on paye la maison, on paye un chauffeur, on paye quelqu'un pour faire le café, etc. Et tout ça sur le dos des Birmans, sur le dos des Haïtiens, sur le... Ouais, absolument. Mais qu'est-ce qu'il va rester de cette aide? Rien. Parce que ce n'est pas de l'aide au développement, c'est de l'aide humanitaire. Haïti ne reçoit pas d'aide au développement, Haïti reçoit de l'aide humanitaire. On nous donne de l'aide après le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, j'étais encore là avec Action contre la faim. Après le tremblement de terre, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, Médecins sans frontières va rentrer en Haïti avec ses propres médecins. Qu'est-ce qui arrive avec les médecins haïtiens sur le terrain? On ne les embauche pas. Parce que si on les embauche, l'argent va rester dans le pays. Donc, on va arriver avec des médecins français, belges, suisses, américains, canadiens, québécois, etc., qui vont aller travailler en Haïti. Et c'est comme ça que cette aide reste dans le pays donateur. L'ACDI avait pour politique que avant d'embaucher, c'est la même politique qu'on a pour l'immigration ici au Québec, avant d'embaucher quelqu'un
pour aller travailler dans un pays, il faut s'assurer que d'abord on a un Canadien qui est capable de faire ça. Avant d'amener à manger, avant d'acheter à manger sur le terrain en Haïti, il faut s'assurer d'acheter d'abord des produits ici qui peuvent faire le travail là-bas. C'est comme ça que l'aide reste ici. De sorte que, pour celui qui dit, et moi je pense qu'un gouvernement sérieux devrait, parce que bon, il y a cette aide au budget de l'État qui est du concret. 60%. 60% du budget de l'État, ça provient de l'aide étrangère. Mais ça favorise quand même le fait qu'on compte, et les Haïtiens croient devoir compter sur l'aide étrangère pour organiser leur budget, le fonctionnement de l'État. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un oser nous dire, mais voilà comment il faut faire un pays. Je ne sais pas si c'est dans l'autre émission ou si c'est dans l'émission. Voilà comment il faudrait s'organiser pour faire un pays. Exemple, les fonctionnaires qui gagnent des peanuts. Dans la fonction publique, on est payé des peanuts une fois par fois. Un juge va recevoir un salaire pitoyable une fois par fois. Un enseignant pitoyable une fois par fois. Alors, un policier va recevoir un salaire mensuel de 250 $ canadiens. Et là, tout ce que tu essaies de faire avec 250 $ canadiens, c'est de te dire, est-ce que ce policier est corruptible? Il est corrompu. Il est corrompu parce que le policier, tout le monde le sait, n'est-ce pas, qui vous arrête sur la route pour une infraction routière, négocie avec vous parce qu'il dit, maître là, je n'ai pas mangé depuis ce matin, etc., etc., etc. Alors, un pays comme ça, messieurs, et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a dit, il faut s'organiser pour que nos fonctionnaires soient bien rémunérés avant de parler d'arrêter la corruption, parce que la corruption, c'est le roi de tous les vices, n'est-ce pas? Comment arrêter la corruption si on ne paye pas? Moi-même, j'ai déjà dit, peut-être pas toi-même, là, tu ne volerais pas, mais moi, si mon enfant ne peut pas manger, ne peut pas aller à l'école, et qu'on m'offre de l'argent, de la corruption pour envoyer mon enfant à l'école, oui, je vais me faire corrompre. Mais c'est l'argent, Ernest. Là, moi... c'est moi. Non, je sais, je n'ai même pas aller... Toi, tu laisses mourir. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça. Je ne suis même pas là-dedans. Je vais porter plainte contre toi. Mais non-assistance à personne en danger. Je suis d'accord avec toi. Regarde, moi, ce que je veux dire... Et souvent, vous allez m'entendre faire des références économiques. Okay? C'est une déformation pour moi. Il y a ce qu'on appelle la capacité à payer d'un pays. C'est comme une famille. Votre capacité à dépenser ne dépend pas forcément de vos besoins. C'est-à-dire, si vous envisagez de posséder la terre et la mer, alors que vous gagnez 10 $, c'est autre chose. Moi, c'est pour ça que je dis souvent, quand les gens me disent, il faut bien payer les fonctionnaires, les juges, pour qu'ils ne soient pas corrompus. Moi, je dis que ces gens-là avaient ça dans l'os déjà. Parce que j'ai vu d'autres pays qui se trouvent dans la même situation. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de corruption, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand on a mis en place des possibilités de fonctionnement pour savoir que le pays est en train de parler de Cuba. Non, mais pas Cuba seulement. Je vais prendre un exemple concret par rapport à ce qu'il dit. Je me rappelle du premier gouvernement, et quand j'ai dit que c'était une chance historique qu'on a ratée en 90, ok? Je me rappelle du premier gouvernement. Parce que quand tu demandes à l'autre de faire des sacrifices, il faut que il ne voit pas un président qui s'enrichit, des ministres qui volent, etc. Ce premier gouvernement, tu avais, et je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui me considérait comme son fils, Bernardin, Renaud. Renaud prenait le
taxi, on dirait que c'est de la démagogie, mais je vous donne un exemple. Il prenait le taxi il était en retard pour aller à une réunion de cabinet. René Préval était à bord, et ça donnait le ton, était à bord d'un camion de sable qui descendait la boule, etc., etc. Quel message ça envoyait? Et je le redis, ça peut paraître... Et le cabinet ministériel avait annoncé qu'il renonçait à la moitié du salaire, etc., etc. Ce que cela donnait comme ton, envoyait comme message, c'est que nous avons tous une part à faire si on veut corriger la situation. Et les institutions n'étaient pas plus faibles. Les juges n'étaient pas plus corrompus. Avec la seule chose aussi, ça te permettait de payer. Parce que dire que tu vas payer le policier... Attends, dire que tu vas payer le policier au lieu de 25 000 gouttes, 75 000 gouttes, c'est-à-dire au lieu de $250, tu vas lui donner $500 canadiens. Right? Maintenant, est-ce que ce que Ismaël a évoqué, est-ce que maintenant tu ne crées pas plus de possibilités? Je vois que le sociologue qui n'est pas d'accord. Que l'employé, au lieu de toucher par mois ce que l'État peut donner, et qu'il va passer 6 mois sans toucher. Laisse-moi poser 15 secondes. 15 secondes, je vais faire appel à l'ethnologue, dans le sociologue, l'ethnologue. Vous savez, monsieur... Laisse-moi donner 15 secondes, 15 secondes. Vous savez que lorsque vous êtes confronté... Pour saluer Martial Célestin aussi dans cette dynamique-là. Ah, c'était une autre expérience intéressante. Merci Thilo. Moi, mais 15 secondes, c'est avec Sony que tu connais. Sony est allé en Haïti. Juste une seconde, après ça, je ne vais plus prendre la parole. Sony est allé en Haïti. Menteur. Sony est allé en Haïti. Parce qu'il connaît Sony. Je répète souvent Sony, c'est mon ami, mon frère. C'est mon ami. Ouais, son ami. Sony est allé en Haïti. Sony vivait ici. Est allé en Haïti. Tu sais, à un certain moment, quand on allait en Haïti, pour ne pas laisser savoir qu'on a laissé, il faut mettre le sceau dans le passeport. Ok? Sony est allé en Haïti. Il était là, il ne voulait pas qu'en retournant, qu'on voit qu'il était allé. Il a offert $300. Ok? $300 à quelqu'un là-bas qui lui dit, vous voulez que je perde mon emploi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, mais allez voir. Tu me dis, ça, c'est pas des exemples? Absolument. Voilà, je m'attends. Alors, messieurs, l'ethnologue dans le sociologue va nous dire, messieurs, que si on est, exemple, dans un écrasement d'avion sur une île déserte, et puisque le sociologue est plus petit que moi, je risque de le manger après 3 jours sans manger. Les gens qui n'ont pas à manger vont chercher à manger, et c'est là où l'homme devient un véritable loup pour l'homme. Quand on prend l'exemple de Préval avait quelque chose, l'autre avait quelque chose, mais le juge, messieurs, le juge dans un système de justice, n'est-ce pas, qui doit assurer un pilier extrêmement important de cette démocratie à l'haïtienne, on s'entend, c'est pas une démocratie américaine, mais une démocratie quand même. C'est le même principe. Ce juge-là, qui n'a rien à manger, et qui voit le sociologue débarquer, et lui dit, j'ai une cause, alors qu'il est payé, lui, 8000 gourdes, je ne sais pas combien, n'est-ce pas? Et là, on lui apporte $100 000 américains sans aucun risque. Messieurs, il faut avoir... Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui n'acceptera pas cet argent. Mais vous avez une grande majorité de gens qui, dans le besoin, moi, au point où quel que soit le pays, quel que soit le système. Quel que soit le pays, quel que soit le système. Et moi, je préfère condamner les gros voleurs, les gens qui ont beaucoup d'argent, comme les 7 ou 9 braqueurs qu'il y a là. C'est dangereux quand même. Par rapport à des gens qui n'ont rien. Voler un sac de riz pour donner à manger, je ne mettrais même pas en prison quelqu'un qui vole un sac de riz pour donner à manger à son enfant. Excuse-moi, moi ça me rend inconfortable parce que ça semble aussi, parce que le dire, c'est vrai hein, ce que tu as dit là, pour moi c'est vrai, ce sont des faits, mais ça semble aussi, lorsqu'on le dit tout haut,
vouloir dire à l'autre, ben, ce n'est pas de ta faute, vas-y, continue, il n'y a aucun problème. Non, mais ce n'est pas ça. Ton enfant a besoin de manger, ton enfant a besoin de manger, il y a l'autre qui mange et qui déborde, qui mange, mais tu peux voler son bien pour donner à manger à ton enfant. Je crois que c'est pour ça que je voulais pas trop intervenir, parce que bon, on biaise un peu. Parce que dans la même logique, tu sais, dans la même logique, je comprends très bien pourquoi Tilapli est Tilapli, pourquoi barbecue est barbecue, pourquoi, parce que ce sont des laissés pour compte. Mais on a compris ça. Ah, on a compris non, ça. mais ce que j'aimerais, et c'est on là. On a compris ça. Non. Ils exagèrent. Là, maintenant, ils sont devenus multimilliardaires, ils continuent à violer, à piller. Là, ils deviennent. Ah non, moi, j'avais jamais compris. Non. Tout le monde avait compris. Non, parle pour toi. Non, parle pour toi. Tu ne peux pas dire que tout le monde. Mais non. Mais voyons. Maintenant, ce qui est la vertu dans cet échange que nous avons, c'est d'abord de dire, finalement, la vertu est peut-être un terme impropre, mais c'est de dire finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec Haïti? Parce que si aucun élément, non mais Jean-Ernest, si on n'est pas prêt à faire des sacrifices, qu'est-ce qu'on va faire d'Haïti? Si tout le monde doit pouvoir vivre confortablement, on part d'où? Ok, deux choses. Parce qu'on parle de rien. Ok. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Je vais pas être long. Je pense que Jean-Ernest, le mot-clé que tu as dit, c'est le sans aucun risque. Parce que il n'y a pas de doute que les salaires pourraient être augmentés, devraient être augmentés, parce que tout fonctionnaire, toute personne qui travaille aurait aimé vivre bien. Mais le gros problème avec la corruption en Haïti, c'est le sans aucun risque. Je pense que c'est Saint-Thomas d'Aquin qui l'a dit. Hein? Ça prend un minimum de biens pour pratiquer la vertu. Un minimum. Je parle de ce minimum. En dessous de ce minimum, il n'y a pas de vertu. Vous bluffez, messieurs. Vous bluffez, tout le monde bluffe. En dessous de ce minimum, tout le monde bluffe. Il y a deux choses. Vas-y, Dickens. Écoutons Dickens. Deux choses. Combien de procès, de vrais procès qui ont été faits pendant ces 40 années pour la corruption? Et de deux, même ces fonctionnaires, si je peux le justifier pour ces fonctionnaires, qui, c'est vrai, leurs salaires sont au-dessous de ce qu'on pense qu'ils devraient payer, mais leurs salaires sont supérieurs à ceux qui ont le salaire minimum. Ils sont payés une fois par fois. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils doivent voler pour donner à manger à leurs enfants. Ce que dit Dickens, c'est qu'ils sont quand même des privilégiés dans le système. Mais oui, mais privilégiés malachons. Privilégiés malachons. Ils sont payés une fois par fois. Mais messieurs, ça prend un minimum. Non, la démocratie, alors là, on rentre dans la question, je n'ai pas fait la pause, ok, on est conscient. On rentre dans la question de la démocratie. Est-ce qu'on peut se payer cette démocratie à l'américaine, à la canadienne? Non, ça prend un minimum, ça prend une structure dans notre pays, pour savoir que pour vivre minimalement bien, parce que les juges ici, je la connais bien, hein, ils ne se mêlent pas des affaires des autres, ils sont tellement indépendants. Et si on te dit qu'un juge ici accepte des pots de vin, eh bien, je ne veux pas dire que c'est faux là, mais c'est un monsieur, un juge blanc là, qui a une huile derrière lui là, parce que il est bien payé. Il est une lampe vraiment 24 heures sur 24, il est bien payé. On s'arrange pour ça. Alors ça prend, dans la démocratie haïtienne, un minimum à donner à l'enseignant, un minimum à donner. Moi-même, en 5e primaire, j'ai eu un professeur qui nous demandait, et je vous dis encore, Isaac Xavier, mon bon ami, était avec moi au primaire en 5e, nous demandait de l'argent pour nous donner l'examen. Ça fait il y a longtemps. Depuis que cette chose-là
marche comme ça dans le système, la corruption primaire. Donc, ils vous vendaient les réponses. Qui vendait l'examen. Ça lui prendrait beaucoup. Peut-être qu'on était une trentaine dans la classe. Imaginez à combien de sous, etc. Le professeur n'avait pas ce minimum-là pour manger. Alors, si cet homme Daquin a menti dans son raisonnement, ça prend un minimum de biens pour pratiquer la vertu. On ne pratique pas cette vertu-là sans ce minimum. Alors, Frédéric n'a pas parlé, hein, depuis, je pense que c'est pas prononcé. Tu veux que Frédéric... Moi, je suis craqué au maximum, là. Bah, vas-y. C'est ça. Et il y a deux éléments de base dans la démocratie. Parce qu'on a parlé, c'est quoi la perspective pour Haïti? Moi, je n'utilise pas le mot espoir. Je n'aime pas ce mot, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire espérer. Espérer en latin, en espagnol par exemple, c'est attendre. Donc on ne va pas attendre. On doit avoir des perspectives pour le pays. Pour construire cette démocratie, d'abord ça prend une éducation populaire pour que tout le monde sache c'est quoi cette démocratie. Ensuite, il faut comprendre que la démocratie s'établit d'abord sur l'état de droit. Et cet état de droit, c'est que la justice doit être indépendante, totalement indépendante. Donc, un juge doit avoir la possibilité de mener une vie qui lui permette d'être incorruptible. Donc, si on n'a pas ça dans un système, eh bien, le juge est corruptible, donc, et il est accessible. Il y a une jeune haïtienne qui vient d'être nommée, là, Joisil, je crois qu'elle s'appelle, qui vient d'être nommée juge au Québec. La première chose qu'elle a fait, elle a effacé sa page Facebook. D'accord? Parce que c'est une juge. D'accord? Elle n'est pas, elle n'est plus dans ce monde-là. Vous connaissiez Daniel Dortelus? Daniel Dortelus aussi. C'est retiré. Exact. Donc, c'est une vie totalement privée pour ne pas être influencé pour faire justice. Le deuxième élément, et ça, je vous dis que ça prend une éducation populaire sur c'est quoi être un citoyen, l'éducation à la citoyenneté. Ça doit être inclus dans le curriculum scolaire pour savoir c'est quoi une liberté, c'est quoi des obligations. Parce que on dit souvent qu'il y a des droits et des privilèges, des devoirs qui viennent avec. Mais les gens connaissent leurs droits, mais ils ne connaissent pas leurs obligations. Ne connaissent pas leurs devoirs dans une démocratie. Vous savez, il y a des gens qui ont été condamnés pour n'être pas venus en aide à Lady Diana après l'accident. Ouais. D'accord? Parce que c'est un devoir de citoyen de venir en aide à quelqu'un qui est mal pris. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré photographier. Donc, il faut faire ça. Ensuite, l'indépendance de la justice. Et troisièmement, la démocratie. Maintenant, on ne parle plus de capitalisme. On parle d'économie de marché. Or, Haïti ne s'inscrit pas dans l'économie de marché. C'est un pays qui importe et qui n'exporte pas. J'ai entendu cette semaine l'économiste Edzer Emile, qui est un ami à moi, qui disait que Haïti n'a signé aucun accord commercial avec aucun pays. Et moi, je disais que Haïti est en déficit commercial avec tous les pays avec lesquels il fait affaire. Il n'y a aucun pays qui fait affaire avec Haïti qui n'est pas gagnant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traité commercial. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est un pays que si ça se poursuit comme ça, et que l'économie n'est pas prise en charge par des traités, par des ci, par des ça, si on ne développe pas cette autosuffisance alimentaire, eh bien, ce pays va mourir ou à l'extérieur, on va être capable de décider de la mort de ce pays. Regardez ce qui arrive avec Cuba aujourd'hui. Les Américains ont trouvé le moyen de couper l'entrée d'essence, de pétrole dans le pays. Ils sont capables de mettre à mort la révolution cubaine. Eh bien, c'est la même chose en Haïti, c'est pire encore. Et pas seulement le gaz qu'on ne recevra pas, c'est aussi à manger. Haïti achète pour 1 milliard de dollars en République dominicaine par année, mais ne vend pas pour plus que 200 millions à la République dominicaine. Donc, Haïti est déficitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la richesse du pays sort tous les jours. Et la seule façon de maintenir le pays à flot, les entrées d'argent viennent de la diaspora.
Et un jour, cette diaspora, eh ben, ce sont mes enfants, ce sont les enfants de mes enfants. Les enfants de Pierre-Emmanuel. Exact. Plus de contact avec Haïti. Et voilà. Puis voilà, c'est la fin de tout. Et c'est là que je vais revenir sur l'œuf et la poule. C'est-à-dire, avant qu'Haïti puisse signer des ententes ou bien des arrangements commerciaux avec tel pays, parce que c'est une question d'avantage comparatif. Quand tu fais affaire avec un pays, quelque part, on appelle en économie internationale. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait des gens en place capables de prendre ces décisions-là. Il faut que ces gens-là soient minimalement indépendants. Quand un pays, et donc Venezuela a donné presque 5 milliards de dollars, je dis bien donné, mais c'est pas donné, c'est un prêt avantageux. On lui a remis. Avantageux. Oui. On a négocié le remboursement, on n'a pas remis. Attendez, 5 milliards de dollars. On devrait le savoir. Voilà, 5 milliards de dollars, qu'est-ce qui est arrivé? Les États-Unis ont demandé à Jovenel de voter contre le Venezuela. Ce qu'il a fait, il a voté contre le Venezuela, qui lui a non seulement annulé sa dette et lui donné cette possibilité de développement, il l'a fait. Monsieur, donc, dans le but, dans ce que je veux dire par là, il faut, c'est pour ça que je fais référence entre l'œuf et la poule. Je reste là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ces gens-là, en place, soient capables de prendre des dispositions. Mais moi, personnellement, mon exemple, je termine, oui. Mon exemple, c'est que, honnêtement, tant aussi longtemps, dans un pays comme Haïti, dont les capacités sont limitées, tant aussi longtemps, on n'enlève pas les privilèges, on va toujours connaître la même M. Bon, parce que c'est les privilèges qu'il faut que les gens courent vers un poste, parce que s'ils savaient qu'il n'y avait pas de privilèges, ils auraient dit, écoutez, minimalement, messieurs, moi, le sacrifice dont Pierre-Emmanuel a fait référence, moi je pense que dans un pays comme Haïti, il faut que les gens puissent sur la question de l'aide encore. Nous sommes sur la question de l'aide et Haïti compte beaucoup trop et je dis que cette aide finit par nous aboutir. Tous les Haïtiens en Haïti, là, tu leur parles de couper cette aide. Dans combien de temps on peut échelonner sur peut-être un certain nombre d'années, mais à un moment donné, là, ça ne peut pas être une aide à n'en plus finir. C'est que celui qui... J'ai même l'impression que si le bailleur apprend que le président Frédéric qui va monter va couper cette aide dans 5 ans, à la fin de son mandat, il va s'arranger pour donner un coup d'État à Frédéric parce qu'il veut tellement nous donner cette aide. Ben parce que c'est l'aide qui définit cette aide ta dépendance. C'est l'aide qui définit ta dépendance. Cette aide ne nous aide pas. J'aimerais vous donner un exemple. J'aimerais vous donner un exemple sur la question de Petro-Caribé. Parce que ça aussi, vous pouvez le trouver sur mon site web. Je vais vous donner un exemple de Petro-Caribé. Qu'est-ce qui est arrivé? Petro-Caribé, c'était 18 pays, dont Haïti. La Jamaïque, bon. 2 exemples que je donne, c'est comment est-ce que la Jamaïque a géré son Petro-Caribé. La Jamaïque a une dette envers le Venezuela à 1%. La Jamaïque a placé son fonds Petro-Caribé. Alors, je rappelle, hein, Petro-Caribé, vous achetez et vous payez 40% en 30 jours et vous gardez 60% qui est sur X nombre d'années à 1%. Et vous pouvez donner des biens aussi. Vous pouvez payer en vivre. En vivre. On a envoyé de la banane. Oui, mais on n'en avait plus pour manger nous-mêmes. Non, je crois que c'était plus de l'igname. Banane ou l'igname, ça fait des vivres. On y arrive justement. La Jamaïque va faire quoi? La Jamaïque va prendre son fonds Petro-Caribé, va le placer en bourse et va rembourser son Petro-Caribé avec les intérêts sur la dette, sans jamais toucher au capital. Économie d'échelle. Économie d'échelle. C'est pas économie d'échelle. Non, c'est bon parce qu'on fait l'argent avec l'argent des autres. Avec l'argent des autres. Maintenant, l'exemple parfait. Parce que Petro-Caribé, quoi qu'on pense, il faut le savoir, Petro-Caribé n'avait qu'un seul objectif, développer l'autosuffisance alimentaire dans ces pays-là. Et c'est pour ça que Petro-Caribé prévoyait qu'on pouvait rembourser en vivres. Que va faire la Guyane? Pas la Guyane française, de Guyana. Ok? La Guyane va faire ceci. La Guyane va dire... C'est cette Guyane qui vient de libérer le pétrole, hein? Guyane a été déjà en conflit avec le Venezuela pour le pétrole, donc maintenant ça vient mais c'est un boom. C'est ça. Ouais. Parce que la nappe de pétrole du Venezuela, on peut la retrouver partout. On pense même que autour d'Haïti, il y en a, mais c'est la même nappe. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la Guyane va dire, nous,
on va investir dans le riz. La Guyane va investir dans le riz. La Guyane va acheter du fertilisant à base de pétrole du Venezuela. La Guyane va devenir un pays producteur de riz. La Guyane va devenir un pays exportateur de riz. La Guyane finit par réduire sa dépendance alimentaire par rapport aux autres et enlève toute probabilité de famine. Et la Guyane rembourse sa dette pétro-caribé uniquement avec du riz. Maintenant, pour Haïti, ce qui était prévu, c'était justement d'investir dans l'industrie agroalimentaire. C'est prévu dans tous les 18 ententes pétro-caribé. C'est ce qui est prévu. Qu'est-ce qu'on va faire en Haïti? On va faire des stades, ce qui nourrit très bien des familles. Ouais, hein? On va faire des routes qui ne vont nulle part. Monsieur Lamotte va se mettre 60 millions de dollars dans les poches, selon les Américains. On va acheter des motos. On va offrir des camionnettes. On va faire plein de choses sans jamais investir $1 dans l'industrie agroalimentaire. Moi, j'ai été donné une entrevue dans une émission à Paris où je leur ai dit que le drame d'Haïti, c'est pas le tremblement de terre. Le drame d'Haïti, c'est Pétro-Caribé. Parce que le lendemain du tremblement de terre, Hugo Chavez a annulé la première partie de la dette qu'il y avait du Pétro-Caribé. On est reparti à zéro. Zéro. Et Martelly arrive au pouvoir avec son équipe. Les gars ont vu une fortune et se sont mis à dépenser. Et il y a eu des ententes aussi avec le Venezuela pour dire, bon, on peut faire peut-être quelques exceptions, etc. Mais ils n'ont fait que des exceptions. Mais à l'exception, c'est que à la mort de Chavez, ils ont été Pierre-Emmanuel Tudor. Ils ont été en chavistas à la mort de Chavez. Messieurs, conclusion, Jean-Emmanuel. Bon, d'abord, bravo. Tu as osé faire 4 heures de choses. Et parce que c'était. Faut être fort. 4 heures d'émission, j'allais dire. Merci, Jean-Emmanuel. 4 heures de choses. 4 heures de choses, hein. Et maintenir. Pas vu une fête difficile là. Non, et quand même maintenir l'intérêt alimentaire. Bon, c'est vrai que c'est devenu un peu plus intéressant quand je suis arrivé. Bon, c'est pas fort. Et je fais un faux de moi. Jean aussi. Et Jean faisait bien. Et non, mais c'est maintenant ce que je souhaite. On a vu l'exercice micro, tu vois. Ce que je souhaite, c'est qu'on essaye de prolonger cette réflexion, mais vraiment dans le concret. Qu'on recommence à échanger de manière civilisée, comme je le disais, sans parti pris politique, idéologique, réfléchir. Ah, faut nous pas gagner là, faut nous non. Partisan idéologie. Oui, non. Mais ça n'existe pas, la neutralité. Non. Je ne connais pas, moi. Non, comprends. C'est-à-dire, pour faire une réflexion commune, on l'avait fait après le tremblement de terre. Pour faire une réflexion commune, Ismaël ne cessera pas d'être Ismaël. Frédéric non plus, toi-même non plus, moi-même non plus, Tilou, Dickens, et tout le monde être capable de réfléchir par rapport à une perspective de développement d'Haïti. Je crois qu'on est mieux pour ça. C'est vrai que ce ne sont pas les moments de réflexion qui manquent. Je sais qu'on a déjà brassé les idées à plusieurs reprises, mais 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais il faudra effectivement qu'on s'entende sur certains points. On ne peut pas faire du développement avec... Quand je vois des pauvres arriver là, c'est pas l'argent qui m'intéresse, mais ils veulent avoir le pouvoir. Mais pourquoi vous voulez avoir le pouvoir?
Pourquoi? Et des pauvres, des gens qui ne peuvent pas se présenter en disant « j'ai construit telle affaire, je suis indépendant de fortune, même à un certain âge, n'est-ce pas? Ou bien, moi, je vais gagner tant. » Non, ça, c'est suspect, en général. Je préfère ne pas avoir des pauvres au pouvoir, n'est-ce pas? Parce que... Tilou Jean-Paul. Tu veux pas laisser les réguliers conclure à la fin? Les réguliers, toi, tu veux te sauver. Oui. Non, c'est pas parce que je veux me sauver, parce que je me dis ça leur revient. Non. Le mot de la fin pour toi. Et oui, Tilou. Bon, je dis merci, c'est une très bonne émission. On n'a presque pas vu le temps passer. Et je pense que c'est la bonne chose à faire, parce que même lorsque nous n'arrivons pas à des réponses à toutes les questions posées, mais ça a le mérite de conscientiser tout le monde et de les rendre concernés par rapport à la chose d'Haïti, ce qui manque très souvent, et trop souvent même, je trouve, qu'on est sur la blague par rapport à ce qui se passe. Et si on peut vraiment conscientiser les gens et qu'on comprenne qu'un pays, oui, ça peut disparaître, ça peut mourir, donc ça aidera à réfléchir en ce sens. Dickens. Merci Jean-Ernest, très bon exercice. 4 heures, ça passe vite. Je n'avais pas imaginé. Bon, comme perspective, j'espère qu'on pourra continuer cette conversation et approfondir, avoir d'autres invités et pour voir comment on peut, même à notre niveau, améliorer la réflexion en ce qui concerne Haïti. Voilà, merci beaucoup. Et Ismaël? Alors, c'est mon dada. Moi, je compte sur ce qu'on appelle l'éducation populaire. Pour moi, c'est ce qui va faire avancer Haïti si on parle de développement. Tant aussi longtemps on ne s'attaque pas à ce qui existe comme éducation, comme formation, moi je pense qu'on va toujours péricliter, reculer s'il le faut. Donc aujourd'hui, 40 ans après, nous faisons le même constat. Oui, Frédéric. Alors, d'abord, merci pour l'invitation et ça me fait toujours plaisir de répondre à l'invitation de CPAM. Et c'est une émission extrêmement intéressante et utile, d'utilité publique. Et je pense que des gens qui nous ont captés peut-être à un moment de l'émission se sont enrichis de quelque chose dans ces discussions que nous avons eues. Et merci beaucoup pour cette animation. J'ai participé à un moment donné à une rencontre avec l'ambassadeur du Canada, pas celui qui est là, celui qui l'a précédé. Et puis je lui avais dit une chose, je lui avais dit que si on ne réussit pas la prochaine sortie de crise, j'ai bien peur que tout ça se termine par une explosion sociale. Et le danger de l'explosion sociale, c'est que ça démolit, ça ne construit rien. Et ça prend énormément de temps après à reconstruire. Le déchoucage était une explosion sociale et ça fait partie des choses que nous traînons, qu'on oublie. On oublie que ce déchoucage-là, la façon que ça s'est passé, ça a laissé des armes en circulation, ça a laissé des morts, des cadavres, des gens qui ont eu peur, des gens qui ont encore peur pour leur vie. Il n'y a pas eu de justice dans le pays. On n'a pas amené les macoutes devant les tribunaux, on les a exécutés. Donc ça, ce n'est pas la façon de faire. Par contre, sachez bien une chose. Les gens en Haïti, à ce stade-ci, cette résistance ne s'est pas encore exprimée. Et le jour où ça va se faire, ce ne sera pas pour un individu. C'est parce que l'ensemble de la population aura un ras-le-bol. Et quand c'est une population qui a un ras-le-bol, eh bien l'explosion sociale va être quelque chose de vraiment dévastateur. Bon, alors moi j'ajouterais juste pour Frédéric, effectivement, ce déchoucage-là a eu un effet vraiment dévastateur sur le pays, sur l'économie du pays. On s'en est servi déchoucage pour atteindre un adversaire des affaires, n'est-ce pas? On envoyait déchouquer un producteur concurrent, etc., etc.
et ça va faire en sorte que beaucoup de ces gens-là ont délocalisé leurs entreprises, qui ont été victimes ou qui ont vu d'autres victimes de cette situation délocalisées en République dominicaine. Ça va accentuer la dépendance d'Haïti vis-à-vis. Donc, non, on n'a pas à faire une expérience comme celle-là. Aujourd'hui, ça nous prend une nouvelle révolution, mais une révolution du bon sens. On a fait les révolutions avec les armes. Terminé. Une révolution tranquille. Tranquille du bon sens. Il faut qu'on... C'est pas possible, messieurs, qu'Haïti ne puisse pas vivre de ces industries qui font vivre les autres pays. L'industrie du jeu au Canada, du tourisme, ça fait énormément fortune. Mais le jeu, pour faire le jeu en Haïti, la borlette exemple, les borlettiers s'enrichissent, mais l'État s'appauvrit. Et on a appris que Préval a dû fermer la loterie de l'État haïtien à un moment donné, parce que c'est l'État qui était obligé de payer pour garder les employés, pour faire quoi? La loterie, alors que les borlettiers, eux, gagnaient beaucoup d'argent. Non, mais il faut réfléchir, penser et trouver. Les solutions sont là pour faire un développement à la mesure de nos moyens, n'est-ce pas? Et puis, la question de l'indépendance et la souveraineté, quand est-ce que les Haïtiens vont se dire, si Frédéric et une équipe comme celle-là est placée, pour dire que nous allons explorer notre sous-sol et nous n'avons pas à demander à l'Américain pour explorer, savoir ce que nous avons dans notre sous-sol. Parce qu'un peuple ne peut pas continuer à vivoter comme ça, si vivoter est juste, si le mot est juste, alors qu'il y a certainement des ressources dans son sous-sol. Parce que l'Américain ne veut pas, on ne va pas là. On ne pose même pas la question, on n'ose pas poser la question. Ça ne fait pas sérieux, pas vrai? Alors sur ce, messieurs, moi je vous dis encore une fois, merci beaucoup d'être venus. Et comme Jean-Emmanuel l'a dit et les autres, il va falloir qu'on ait d'autres émissions, peut-être une fois ou 3 mois, je ne sais pas, mais qu'on pose les vraies questions. Pour qu'on se dise les vraies affaires. Les vraies affaires. La vérité, rien que la vérité. Et voilà. Merci encore une fois, messieurs. Avec plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.